Tu vois, les nouveaux récits. On a besoin de l'écrire, on a besoin de le voir, on a besoin de l'entendre. Nouveau récit. C'est vrai que le nouveau récit, on en parle de plus en plus. C'est important pour le chemin qu'on a à faire. Le nouveau récit, c'est ce qui m'a plu à venir aussi. Ils sont nouveaux, ces récits. Je vais te partager une conviction très forte, très personnelle, c'est qu'on ne peut pas changer le monde en reprenant toujours les mêmes ingrédients et en faisant les mêmes recettes. Si on veut changer les choses, il faut qu'on soit en capacité de faire des pas de côté. Nouveaux récits. Ce qui est sûr, c'est que si on continue à faire comme on fait aujourd'hui, on va tous dans le mur. Donc ça, on le sait. Moi, ce que je pense, c'est que plus tôt on adresse ces sujets-là, moins il y aura de chances de se planter. La coopération, qui est au cœur des enjeux territoriaux, c'est de quelle manière on arrive à connecter des acteurs qui vont ensemble travailler à des impacts qui vont être plus grands qu'eux. La coopération, c'est faire œuvre commune. Puis si on regarde de près, moi je suis assez convaincue que les idées individuelles deviennent encore meilleures quand elles sont boostées par le collectif en fait. Vous n'imaginez pas à quel point les autres ont envie de vous aider. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et vous écoutez Nouveau Récit, un podcast produit par Précis. Nouveaux récits. Bonjour, Bonjour. je suis Fouad Souak et vous êtes bien sur Nouveau Récit, le podcast où nous explorons les trajectoires, les idées, les initiatives qui réinventent nos modèles et dessinent de nouveaux imaginaires. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Basse, une femme dont le parcours et les engagements incarnent parfaitement cette quête de transformation collective. Aurélie va avoir l'occasion de se présenter, mais petite introduction quand même. Elle est responsable de la marque Bretagne au sein de Bretagne Développement Innovation. Elle pilote un projet quand même assez unique en France, c'est-à-dire fédérer les entreprises, les institutions, les citoyens, autour d'une identité forte et d'une ambition commune pour le territoire breton. Mais son rôle va bien au-delà d'un simple travail de communication et de marketing territorial, parce qu'elle est à la croisée des chemins entre innovation sociale, développement économique et transition écologique. En d'autres termes, elle est une actrice clé des transformations dont nos territoires ont besoin aujourd'hui. Alors, pourquoi cette invitation est assez importante pour moi ? Parce que la question territoriale est au cœur des grands enjeux de notre époque. Dans un monde globalisé où les défis climatiques, sociaux et économiques s'entremêlent, les territoires ne sont plus seulement des espaces géographiques, ils deviennent des laboratoires d'innovation, des refuges d'identité et des moteurs de résilience. La Bretagne est un exemple fascinant à cet égard, avec des initiatives comme la Brescop ou le développement des énergies marines renouvelables. Alors moi qui ai vécu à Saint-Brieuc, je l'ai vu de mes fenêtres au quotidien. Et avec Aurélie, on va explorer comment on construit une marque de territoire qui dépasse les clichés pour devenir un vrai levier stratégique. Nous parlerons aussi du leadership féminin, d'intelligence collective et de l'importance de l'innovation sociale dans ces transitions. Et bien évidemment, on va tenter de répondre à cette question cruciale, comment nos territoires peuvent-ils devenir des acteurs majeurs des transitions écologiques et sociales tout en restant fidèles à leur identité et en favorisant le progrès. Bienvenue dans Nouveau Récit. Bonjour Aurélie, comment Bonjour. vas-tu ? Très bien, merci. Est-ce que j'ai dit des conneries ? Ah non, c'est très bien dit. Ouais ? Ouais, j'ai trouvé ça bien, ouais. Alors avec tes propres mots, qui es-tu et que fais-tu ? Alors, mon métier, c'est d'être responsable effectivement de la marque Bretagne. Mon rôle, c'est de mettre en place des coopérations pour pouvoir améliorer l'image du territoire et travailler sur l'attractivité du territoire au national et à l'international. Donc, on parle bien d'une marque partagée. La matière en question, c'est le marketing territorial. Et notre objectif, c'est vraiment d'accroître la puissance de communication de la Bretagne et de fait de réunir des énergies du territoire, quelles que soient les origines, pour ensemble présenter une image moderne, contemporaine et compétitive de la Bretagne. Et donc pour faire ça, j'ai le plaisir d'animer un réseau d'ambassadeurs
qu'on appelle les partenaires de la marque. Aujourd'hui, il y a 1082 partenaires. Et donc, mon rôle, c'est de fédérer ces acteurs-là pour pouvoir, ensemble, monter des projets d'attractivité, monter des projets qui ont du sens pour le territoire. Et on a toute une offre de services qui permet de faire monter en compétence les acteurs qui le souhaitent dans tous les enjeux de communication et de transition. Il y a deux piliers stratégiques à la marque Bretagne, si on doit retenir quelque chose. Le premier, c'est effectivement d'être un outil au service de l'attractivité du territoire. Et le deuxième, c'est d'être un outil au service de la transformation. Et tout ça, bien sûr, en étant porteur de la dynamique régionale qui est posée par la région Bretagne. Est-ce que la Bretagne n'est pas déjà attractive ? Alors, elle l'est par nature, donc on a beaucoup de chance pour ça. Et elle a une identité aussi qui est très forte naturellement. Ouais. Donc finalement, la marque Bretagne, elle repose sur un terreau qui est très, très favorable. Après, la question, c'est de travailler sur des priorités en termes d'attractivité qui vont parfois être des niches, entre guillemets. Et je pense en particulier à toute la dynamique sectorielle. Comment on travaille sur l'industrie du futur, comment on travaille sur l'énergie marine renouvelable, l'hydrogène, des secteurs qui vont être clés dans le développement de la Bretagne. La cybersécurité en fait partie aussi. Et en fait, tout l'intérêt, c'est à la fois d'être un outil au service d'une attractivité globale qui va être capable de présenter la Bretagne sous toutes ses formes, sous tous ses angles, mais aussi d'avoir des stratégies plus sectorielles qui vont permettre d'aller, par exemple, chercher des talents pour les faire venir sur le territoire ou aller faire venir des visiteurs qui vont être en phase avec ce qu'on souhaite montrer ou proposer comme offre sur le territoire, aller chercher des étudiants, des investisseurs, etc. Ouais. Alors, c'est vrai, j'ai évoqué déjà dans mon introduction les identités parfois un peu clichés. Et c'est vrai que si on regarde de prime abord un petit peu ce que l'on pense de la Bretagne, en tout cas en dehors de la Bretagne, et qui est assez connecté à la réalité économique, c'est d'une part le tourisme, la côte bretonne, le golfe du Morbihan, Bréa et compagnie, et puis le cochon, la galette de saucisse, l'agriculture, évidemment. On sait qu'aussi l'agriculture est très connectée à ces enjeux de transition, le tourisme aussi, mais il se passe plein d'autres choses en fait dans cette Bretagne. Ici, j'ai invité Hermine Mosé, qui était présidente de Femmes de Bretagne. J'ai invité aussi Gaël Le Bohec, un certain nombre d'acteurs bretons qui sont très engagés dans les transformations de nos modèles. Et l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu aussi t'inviter, c'était évidemment parce que toi, tu es à la croisée de tout ça. Tu es un peu le catalyseur ou le levier de ces transformations. D'une part, en fait, pour essayer d'aider ces acteurs à aller encore plus loin, et puis pour d'autres, d'y mettre un premier pas. Et d'essayer de comprendre ces enjeux-là en se disant « Ok, on sait qu'il va falloir passer à l'action, comment on le fait, comment on est guidé. » Et c'est vrai que le réseau Marque Bretagne le fait, la région globalement aussi le fait, de part de ses compétences économiques, évidemment. Coucou Madame Fortin. Et donc, voilà vraiment la raison pour laquelle je t'ai invité. Mais au-delà de ces clichés, la Bretagne recèle de trésors assez incroyables. Et j'aimerais bien qu'on commence ici un petit peu cet épisode en parlant de ces secteurs d'activité, voilà, en fait, qui ne sont pas comme ça, qui viennent pas en tête au premier coup. Oui, et c'est vrai que c'est tout le sens, en fait, d'une dynamique de marketing territorial. Le constat, c'est que il y a une image qui est perçue à l'extérieur du territoire qui est en décalage avec la réalité. Et donc, l'objectif d'une marque de territoire, c'est d'exploiter les atouts du territoire en corrigeant les faiblesses en termes d'image. Et donc, on est là pour réduire l'écart, finalement, entre l'image perçue et la réalité. Et donc, effectivement, et c'est ça que j'adore aussi dans le métier qu'on fait, c'est qu'il y a des trésors infini, en fait. C'est-à-dire que tous les jours, je découvre des nouvelles entreprises, des nouveaux projets, des pépites, en fait, partout en Bretagne. Et le travail qu'on mène, c'est réussir justement à valoriser tout ça. Et donc, même les Bretons eux-mêmes sont pas forcément au courant de tout ce qui existe, en fait. Donc, c'est comment on travaille là-dessus. Alors, on peut donner l'exemple, par exemple, tout ce qui est biotechnologie marine. La Bretagne est leader sur ce genre de sujet. La cybersécurité, ça commence à être beaucoup, beaucoup plus perçu. Aujourd'hui, la Bretagne fait référence, mais c'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Ouais. De la même manière, tout ce qui est énergie marine renouvelable ou encore des futurs secteurs comme la propulsion par le
vent. Ce sont des sujets qu'on travaille au quotidien à l'agence, chez BDI, et qui sont aussi des secteurs économiques d'avenir. Et c'est de quelle manière on travaille pour valoriser ça et faire de la Bretagne une terre encore plus compétitive sur ces sujets-là qui sont fondamentaux pour l'avenir du territoire et puis plus largement, en fait. Alors, moi, en tout cas, dans ce que tu me dis, moi, je pense par exemple à Emarina, qui est une entreprise formidable. Très bon exemple. Ouais, avec Franck Zal, un chercheur qui est parti fouiller dans le sable, qui a trouvé un petit ver qui s'appelle l'arrêt Nicole et qui en fait un transporteur universel de sang. Et c'est formidable, c'est une avancée médicale formidable. Il a eu toutes les difficultés du monde. Il a encore, je pense, beaucoup de difficultés à développer son activité en Bretagne parce qu'il est à Morlaix. Il faut quand même se dire que c'est de l'innovation scientifique de premier ordre. Il est à Morlaix, il est en Bretagne. C'est quelque chose qui révolutionne le milieu médical. Il est à Morlaix. Donc, ma première question ici, je vais essayer d'y aller question par question. Comment le réseau, et pas que le réseau, aide ces acteurs sur des enjeux qui ne sont pas que des enjeux d'image. Pour la Bretagne, disant, on fait autre chose que de produire des huîtres, par exemple, tu vois. Et problématique aussi et enjeux économiques en disant regardez, tout ne se passe pas à Paris, on a des choses absolument incroyables ici et il va falloir aussi investir fort. Et donc je reviens à cette question encore sur comment peut-on mobiliser grâce à ton réseau les acteurs de transformation et les leviers permettant d'aller plus vite, plus haut, plus fort. Alors, il y a plusieurs réponses pour cette question. Il y a qu'est-ce qui peut être fait au travers de l'activité Marque Bretagne elle-même et de quelle manière l'écosystème et les agences de la région en premier lieu vont pouvoir aussi accompagner tous ces acteurs. Donc, pour ce qui est de la Marque Bretagne, nous, on a tout un système d'accompagnement. Ça, on en a parlé, que ce soit sur la communication ou sur les transitions. Mais un de nos rôles aussi, c'est de mettre en connexion et de faire vivre ce réseau. Et de quelle manière on crée le cadre pour qu'il y ait des rencontres qui soient fructueuses. Et puis derrière, bien entendu, quand on connecte, par exemple, des acteurs économiques avec des acteurs de l'audiovisuel dans le réseau, on a TVRN, France 3, etc., qui vont pouvoir booster un peu les activités. Ou tout simplement, quand des entreprises se rencontrent et font du business ensemble, forcément, ça accompagne le développement des entreprises. Et après, il y a notre travail de mise en relation, non seulement au sein des agences elles-mêmes, quand, par exemple, BDI porte 6 filières d'avenir pour le territoire. Donc, quand les entreprises sont sur ces filières, c'est le rôle de l'agence de les fédérer et de booster l'ensemble de la filière qui va avec. Il y a aussi donc Tourisme Bretagne pour la partie tourisme qui accompagne au quotidien les acteurs du tourisme à se développer. Par ailleurs, on va avoir des agences comme Bretagne Commerce International qui vont accompagner sur l'international. En fait, c'est de quelle manière, nous, on arrive à accompagner les acteurs vers l'écosystème d'accompagnement. Et là, je te passe tous les pôles de compétitivité, les CRIT, les clusters, etc., qui ont chacun un rôle important. Et c'est comment on va rediriger les entreprises vers l'ensemble de cet écosystème, en fait. La Marque Bretagne, c'est au milieu de tout ça. Et c'est de quelle manière, nous, on peut rediriger de la manière la plus pertinente tous ces acteurs-là pour booster leur activité. Ouais. Est-ce que tu penses que la Marque Bretagne peut représenter vraiment l'un des premiers pieds d'entrée ou points d'entrée pour ces acteurs, redirigeant ensuite, comme tu l'évoques, à d'autres acteurs de l'accompagnement, qu'ils soient politiques, administratifs, etc. Ou est-ce que tu penses que non, la Marque Bretagne, c'est un de ses rôles, mais pas que ça reste sur de la promotion territoriale et on va l'évoquer aussi sur l'accompagnement des gens des transitions, mais que vous n'avez pas encore tout à fait vocation à placer cet enjeu-là au premier plan. Tu vois. En gros, tu as un acteur, une entreprise avec qui tu prends contact en premier lieu pour t'accompagner dans ces enjeux et ces... Non, la Marque Bretagne, c'est pas son rôle premier. C'est pas une porte d'entrée. C'est une des portes d'entrée. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui vont passer par d'autres, entre guillemets, portes d'entrée et qui vont envoyer vers la Marque Bretagne. Enfin, le rôle premier de la marque de territoire, c'est d'accueillir les acteurs qui ont envie d'en rentrer dans un mouvement collectif commun pour
améliorer l'attractivité et la compétitivité du territoire, qui va rassembler un ensemble d'acteurs qui sont fiers d'être bretons, qui ont une identité et des valeurs extrêmement fortes et qui veulent rentrer dans une dynamique commune et au passage monter en compétences sur plein de sujets comme la com, etc. Il y a d'autres portes d'entrée pour ces questions de développement qui existent sur le territoire et ça va être les CCI, ça va être les financeurs, ça va être voilà. Donc c'est pas le rôle premier. Par contre, on peut être une des portes et à l'inverse, il y en a d'autres qui nous envoient les entreprises pour la logique marque, quoi. BDI est peut-être une de ces plateformes dont dépend d'ailleurs Marque Bretagne. Tout à fait. BDI, ça va être par exemple le catalyseur de toutes les énergies autour de la cybersécurité, autour des énergies marines renouvelables. Il y a un gros projet autour de l'hydrogène aussi aujourd'hui, etc. Et donc, bien évidemment, tout ça est articulé, il y a du lien, un lien très fort sur ces projets-là. Et nous, on est là aussi pour valoriser tout ça, quoi. Il me semble que ça fait 10 ans que tu es à la tête de la Marque Bretagne. Oui, même déjà, un peu plus. Un peu plus. Ouais. Comment C'est fou. Comment t'as été embarqué là-dedans? C'est une bonne question. En fait, quand j'étais sur Paris, j'ai d'abord été spécialisée j'ai fait du conseil en orga et strat en banque et finance, rien à voir. Et c'était pas exactement ce que j'attendais en termes de sens. Donc très rapidement, je me suis spécialisée dans la finance solidaire et je me suis retrouvée à faire partie de l'Alliance française de l'innovation sociale où on a défini la notion de l'innovation sociale en France et où j'ai eu le plaisir de travailler donc pendant plusieurs années autour de ces questions d'innovation sociétale. Et c'est sous cet angle-là que j'ai rejoint BDI à l'origine. Donc j'étais responsable du programme innovation sociale et l'idée c'était de proposer une feuille de route pour booster à la fois l'innovation sociale mais aussi la RSE dans les entreprises. Et donc, je me suis retrouvée chez BDI là-dessus, et c'est là que j'ai découvert la Marque Bretagne, que j'ai trouvée assez dingue, en fait. Qui existait déjà. Qui venait de naître. Elle a été lancée en 2011, et donc je suis arrivée à ce moment-là. Je vais juste faire une petite pause avant que tu continues. Pourquoi BDI a voulu investir la question de l'innovation sociale ? Alors, c'est un choix de politique régionale qui a été confié à BDI à l'époque. Parce que BDI, c'est la région Bretagne, c'est le Conseil régional de Bretagne. Alors, BDI, c'est une association qui est organisée. Voilà, qui est... c'est une association, c'est un satellite, entre guillemets, de la région, qui est donc financé principalement par la région. Il y a aussi des fonds européens, des partenariats avec les collectivités, et puis, bien entendu, des cotisations ou des fonds entreprises qui vont payer des offres de services. Hugues Mély, je crois, président de BDI. Voilà, tout à fait, qui est président du directoire, et puis le président de région, Loïc Chénier-Girard, qui est président du conseil de surveillance. On est sur un système comme celui-ci. Voilà. Et donc, BDI est le bras ouvrier, entre guillemets, pour tout ce qui est développement économique sur les filières dont elle a la charge. Et il y a aussi des actions... Ça n'est pas une agence de développement économique régionale ? Si, tout à fait. Qui va travailler sur des filières qui vont être prioritaires et qui sont définies avec la région. Et on a aussi des missions qui sont transversales. Et donc, il y a à la fois un service Europe qui va aller... je fais des résumés, mais qui va chercher des fonds européens pour investir dans des projets bretons et être en lien avec les différentes régions d'Europe pour travailler sur des sujets clés. Et en ce moment, ils sont à fond sur les transitions. On a aussi donc ce qu'on appelle le service ingénierie. Donc là, on est sur la connaissance de l'écosystème économique breton. Donc c'est une base de compétences où on a tout un ensemble de données et on va pouvoir produire des cartographies, des enquêtes, des études très précises sur l'économie bretonne. Tout ça, c'est disponible sur le site de BDI. C'est une richesse incroyable. Donc on mettra le lien...
Aujourd'hui, vous pouvez trouver toutes les cartes de l'agroalimentaire breton, des entreprises qui sont dans l'hydrogène, dans l'économie circulaire, les énergies, tout ce qui est transition, etc. Donc c'est très. Donc ça, c'est un des services de BDI. Et puis il y a aussi donc le service attractivité qui va promouvoir l'ensemble des filières dont on a un petit peu parlé et où on a aussi du coup la marque Bretagne qui est donc aujourd'hui pilotée par BDI en lien avec Tourisme Bretagne qui va gérer les acteurs du tourisme. D'accord. Voilà. Et donc, on revient en fait sur cette volonté politique, il y a quelques années, de se dire finalement l'innovation sociale, c'est quand même un petit peu important. Donc, on va essayer de piloter davantage ce sujet-là et on fait appel à Aurélie Basse. Oui, alors c'est moi qui ai été recrutée à ce moment-là, mais en tout cas, oui, l'idée. Alors moi, j'ai suivi mon cher et tendre breton, on va dire, et c'était assez fou en fait qu'il y ait un poste innovation sociale qui sorte à Rennes à ce moment-là, alors que moi, j'étais spécialisée dans ce sujet-là. Il y avait que 7 emplois en France en fait sur le sujet innovation sociale. Oui. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là. Donc effectivement, la volonté de la région à ce moment-là était vraiment d'explorer ces sujets-là et de voir de quelle manière ça pouvait se développer. On a beaucoup travaillé avec la CRES notamment, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, mais aussi plus d'une trentaine d'acteurs pour monter une feuille de route pour pouvoir développer l'innovation sociale en Bretagne et une autre feuille de route sur la partie responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, du coup, à un moment donné, il y a la responsable marque qui est partie vers d'autres aventures et c'est à ce moment-là où j'ai pris la suite, sachant que la marque Bretagne a des valeurs très fortes, en fait, et donc ça correspondait bien, finalement, à la dynamique qui était posée dans le cadre de la marque. Voilà. T'as toute l'histoire. Presque. On va essayer de rentrer quand même un petit peu dans le détail, parce que je pense que à la base de toutes ces transformations, on l'évoque pas suffisamment, mais c'est évidemment ce que l'on peut résumer par l'innovation sociale. C'est en innovant finalement qu'on arrive à répondre à ces enjeux de transformation, de transition économique, sociale, évidemment, et environnementale. On a des approches beaucoup trop technosolutionnistes. Alors que si on a envie de répondre véritablement aux enjeux environnementaux et le réchauffement climatique, on sait que, globalement, il faut qu'on change l'homme et qu'on change ses comportements. Comment on y arrive ? C'est justement parce que on innove, on mène des opérations de recherche sur la base d'opérations de recherche de sciences humaines et sociales. Donc l'innovation sociale vient aussi un peu de là. Est-ce que ce que je dis là, c'est un peu l'intuition des élus de l'époque, voulant aborder le sujet et y aller de manière plus empirique à travers un acteur clé, donc BDI, transformant ce qu'aujourd'hui la marque Bretagne fait dans le cadre de ses formations et dans le cadre de ces nouvelles méthodologies pour donner plus de clés aux acteurs qui ont envie de s'engager sur ces sujets. Il y a une vraie volonté d'être dans l'innovation et d'accompagner les entreprises pour pouvoir répondre à ces enjeux-là. Je vais te partager une conviction très forte, et très personnelle, c'est qu'on ne peut pas changer le monde en reprenant toujours les mêmes ingrédients et en faisant les mêmes recettes. Si on veut changer les choses, il faut qu'on soit en capacité de faire des pas de côté. Il faut qu'on soit en capacité d'innover dans les méthodes et dans la manière de faire. Il faut qu'on change non seulement la compréhension des enjeux, la compréhension de la vision commune qu'on peut avoir pour un territoire, mais il faut aussi qu'on soit capable de changer notre manière de regarder, d'observer, de comprendre, de travailler, de manager, de faire de l'économie, etc., etc. Et en fait, ce que j'essaie, moi, de porter depuis des années dans le cadre de la marque Bretagne, c'est justement d'avoir un bagage méthodologique hyper pointu, en s'appuyant sur des outils comme le design thinking, l'intelligence collective, les nouvelles manières justement de coopérer, de manager, etc. Il y a des acteurs qui sont hyper forts en plus dans le réseau là-dessus. Et d'amener ça en fait au service de l'ensemble des partenaires de la marque et plus largement de l'écosystème. Et c'est de quelle manière ensemble on va réussir justement à faire ces pas de côté et aussi changer de l'intérieur. En fait,
Là encore, je te dis la manière dont moi je vois les choses, Ouais. mais pour faire face aux changements qui sont devant nous, il faut opérer aussi un changement intérieur. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on est partenaire de la CEC, la Conférence des entreprises pour le climat, puisque l'idée, c'est bien d'accompagner les dirigeants pour essayer d'avoir un alignement fort entre les croyances, les valeurs et puis la manière dont on mène l'entreprise. C'est tout ce fameux alignement tête, cœur, corps dont on parle beaucoup. Et donc, on a à cœur de proposer d'être toujours dans l'innovation. Et c'est un peu la patte de la marque Bretagne et ce qui est reconnu aujourd'hui. D'ailleurs, on nous attend toujours au tournant, parce que dès qu'on propose des événements, et par exemple, c'était le cas de la dernière rencontre régionale au Transmusical, où la thématique était sur la transformation, on est toujours en train d'innover dans la méthodologie, dans les formats qu'on propose, pour justement créer cette condition à voir les choses différemment et à se mettre en mouvement d'une autre manière. Et s'il y a bien une manière qu'on propose, nous, et qui nous semble fondamentale, c'est la coopération. La coopération, qui est au cœur des enjeux territoriaux, c'est de quelle manière on arrive à connecter des acteurs qui vont ensemble travailler à des impacts qui vont être plus grands que... Enfin, la coopération, c'est faire œuvre commune. J'aime beaucoup, moi, cette définition. Et c'est le faire pour un projet plus grand que soi. Et c'est tout l'intérêt d'une dynamique territoriale. C'est que quand on est une entreprise, on a le cœur de business qui est essentiel, mais c'est de quelle manière ça va se connecter aussi avec le territoire sur lequel elle est, avec l'ensemble du terreau associatif qui est autour, avec les habitants. Donc évidemment, les stratégies RSE travaillent sur ces sujets-là, avec le travail sur les parties prenantes. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de proposer aux acteurs d'aller toujours plus loin, que ce soit des entreprises, des associations ou des collectivités. Hein. Ouais. Là, je te prends un petit exemple. Il y a très longtemps, on a réuni le groupe marketing territorial de Bretagne, qui est un groupe que j'anime depuis quelques années maintenant, avec tous nos homologues qui font le même métier que nous. Donc que ce soit des EPCI ou des départements ou autres. Hein. Et tous ensemble, on s'est formés à la facilitation pour mener des réunions en intelligence collective. Moi, je suis convaincue que ces méthodes-là peuvent amener justement des réponses à tous les grands défis qu'on a aujourd'hui en termes social, environnemental ou autre. C'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que ce que je retiens, c'est d'abord le pouvoir de conviction. Tu l'es toi-même, mais pour avancer, il faut réussir à convaincre. Oui. Donc ma question, là, c'est comment réussis-tu ou comment essaies-tu de parvenir à convaincre du bien fondé de cette pensée à laquelle j'adhère totalement. Et ensuite, la seconde question, je te la rappellerai si nécessaire, tu parles effectivement d'intelligence collective, à l'heure où on pense pouvoir régler la majorité des problèmes grâce ou à cause, je ne sais pas, de l'intelligence artificielle. Et pour un territoire comme la Bretagne, tu l'as évoqué, la cybersécurité, mais qui est très technophile, où on a de belles pépites tech. Quel est ton point de vue? Quel est ton positionnement? Et comment fait-on, parce que c'est un sujet encore une fois important, comment fait-on pour que, au final, l'IA soit au service de l'intelligence collective et donc aussi au service de ces transitions? Sur la première question, comment convaincre, pour moi, il y a deux aspects, en tout cas la méthode que moi j'utilise. Ça va être de s'appuyer sur un écosystème d'experts. Donc, je te donne des exemples très concrets. On a monté un parcours qui s'appelle le parcours Transition. Dans le cadre de ce parcours, qui a déjà 5 ans, on a proposé des webinaires, des ateliers à la journée, des formations. Mais le tout est monté avec un collectif d'acteurs spécialisés sur toutes ces questions de transition. Ce sont des écoles, des acteurs privés, des acteurs publics. On a l'UCI, l'ADEME, l'AFNOR, Rennes School of Business, l'École des métiers de l'environnement, l'agence Déclic, O2M, enfin Imatera, je peux pas tous les citer, mais tu vois, on est entouré d'un collectif qui est spécialisé sur ces questions-là. Et ensemble, on est plus fort.
On est plus fort. Moi, je m'appuie vraiment sur ces acteurs qui sont les spécialistes de ces sujets pour pouvoir embarquer. C'est ce que tu disais, la coopération. Eh bien, complètement. Et donc, le projet du parcours transition est intéressant de cette manière, puisqu'il y a des principes qui ont été posés où les acteurs qui font partie du parcours vont dépasser la logique de concurrence pour être ensemble autour d'une vision pour le territoire. Et dans ce principe-là aussi, il y a toujours une co-animation. Donc, on arrive à hybrider les expertises et les méthodologies entre, par exemple, quand on parle CSRD, eh bien, on a l'AFNOR, l'Agence Déclic et Impact qui interviennent à 3, chacun avec leur expertise. Et du coup, l'entreprise, elle se retrouve avec le top de ce qu'on fait en termes d'accompagnement, avec 3 visions complémentaires et qui viennent s'articuler en termes de méthodologie. C'est qu'un exemple, mais du coup, c'est comme ça sur toutes nos formations. Et puis, on va aller chercher des acteurs comme les closers, par exemple, avec qui on a co-construit le cursus RSE et transition. C'est mon petit favori, celui-là. Je peux... Parce que, en fait, on est parti de l'idée que c'était essentiel de mettre l'intelligence collective au service de la RSE. Ça n'existait pas à l'époque. C'était un pari, en fait. Et notre pilote, Stéphanie Boissin, qui porte ça, incarne très bien tout ça. C'est de quelle manière on va mettre des méthodes ultra efficaces et collectives au service de ces enjeux qui, parfois, la RSE, ça peut faire un peu peur. On se dit, c'est des contraintes, c'est réglementaire, etc. Ben non, en fait, tout dépend de quelle manière tu l'abordes. Et nous, on a souhaité proposer une autre vision avec des méthodes qui font les pas de côté, justement, pour pouvoir mener ça. Donc, comment on fait pour convaincre ? On s'entoure des meilleurs. Voilà. Déjà, je caricature. Et il y a plein d'acteurs qui sont exceptionnels en Bretagne. Le deuxième point, c'est de réussir à valoriser, donner envie. C'est de quelle manière on va rendre, en termes d'image, ce type de parcours un peu fun, sexy, décontracté, convivial, agréable, que la personne, quand elle regarde ce qui se passe dans le parcours transition, elle a envie d'y aller, en fait. Et donc ça, c'est un enjeu plus en termes de communication et de marketing. Et le troisième point, j'ai envie de dire, c'est la preuve. C'est-à-dire que on a monté un dispositif avec mes collègues de l'Europe qui, justement, accompagne les transformations en profondeur. Pour faire ça, on s'appuie sur Imatera, qui est donc spécialiste dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Il fait partie du comité de pilotage du parcours transition. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner les entreprises dans une dynamique vraiment où on va réinterroger la stratégie de développement économique de l'intérieur. Pour moi, c'est l'avenir en termes de réponse à tous les enjeux. C'est-à-dire que l'objectif, j'ai essayé de faire un résumé, mais... c'est engageant ce que tu dis là. Ouais. L'objectif, si tu veux, c'est de passer d'un modèle linéaire à un modèle circulaire. C'est de passer d'un modèle où on va être dans un système d'extraction pour produire et ensuite jeter, à un modèle qui va être circulaire où, justement, on va pouvoir développer une activité économique qui aura moins d'impact sur l'environnement. Sans détruire. Oui, sans détruire. Alors, c'est très résumé, hein. Mais c'est vraiment l'intérêt de ces méthodologies et c'est de quelle manière on va pouvoir, avec l'entreprise, travailler sur un nouveau modèle d'affaires qui va, au démarrage, être qu'une petite partie du chiffre d'affaires, mais qui, sur le long terme, va pouvoir grossir et remplacer, au fur et à mesure, l'activité classique qui va parfois être un peu trop carbonée. Oui, parce que c'est un vrai volet d'expérimentation. D'abord, on expérimente et ensuite, on généralise et on passe à l'échelle. C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que je parle de preuve. C'est-à-dire qu'il faut qu'on démontre que ça fonctionne, tout ça. Et l'ADEME travaille aussi beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que, encore une fois, sur ce type de dispositif-là qu'on a monté avec l'Europe, on travaille avec la région, avec l'ADEME. Voilà, l'idée, c'est de réussir à toujours être dans l'innovation, justement, et d'engager avec les pionniers de la Bretagne, chacun sur des secteurs très différents, de nouveaux modèles économiques et qui montrent que tout ça, ça fonctionne et qu'on peut répondre aux enjeux de développement durable, d'adaptation climatique, de préservation de l'environnement. Parce que, bon, grosso modo, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Ouais. C'est comment on s'organise collectivement autour de ces enjeux-là.
Parce Ouais. qu'on sait que tout le monde sait qu'il y a une urgence. Et donc, on essaie, voilà, à notre niveau, du mieux qu'on peut, de participer à Ouais. tout ça. Alors, c'est difficile probablement, et tu vas m'en parler, de dire à des entrepreneurs qui font déjà face à des problématiques très impérieuses. On le voit aujourd'hui économiquement, le monde tourne plus très rond. Développer aujourd'hui une entreprise, c'est difficile. Et en plus, pour celles qui existent déjà dans un modèle traditionnel, il faut donc y ajouter de nouvelles convictions, de nouvelles méthodologies et de nouvelles façons de faire. Et tout ça, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps et ça demande aussi beaucoup d'argent. La particularité, évidemment, c'est que si aujourd'hui tu lances une boîte ou n'importe quelle initiative, tu as plutôt intérêt à le faire en amont, de sorte que ça s'intégrera beaucoup plus facilement, mais encore, faut-il y être sensibilisé. Donc je reviens dans ce premier cas de figure. On a par exemple un imprimeur ou un acteur de l'agroalimentaire qui se dit « Allez, il a fait la démarche un peu intellectuelle, j'ai besoin aujourd'hui de changer mon modèle parce que dans 5-10 ans, je me casserai de toute façon la gueule et que si on ne le fait pas collectivement, on sait qu'on se cassera la gueule. Mais j'ai besoin de prendre du temps. J'ai besoin aussi probablement d'engager des gens. J'ai besoin de mobiliser, de solliciter des acteurs comme Marc Bretagne et tous ceux que tu as cités. J'ai besoin de le financer. J'ai besoin de le financer. Que dit-on, que répond-on et que fait-on pour aider cet entrepreneur qui va s'engager résolument dans cette transition-là? Il dit, faut à la fois en fait que mon entreprise continue à tourner et il faut en même temps que j'investisse pour le futur. Je fais comment? Ah oui, non mais c'est pas simple. Enfin, on est dans un contexte économique qui est pas forcément évident pour beaucoup d'entreprises. C'est un peu là aussi où les pouvoirs publics C'est-à-dire que les entreprises, à un moment donné, elles peuvent aussi en avoir marre de devoir être sur tous les fronts, alors que c'est un peu compliqué de payer les salaires à la fin du mois. Et ça, on le voit, on est tous confrontés à ça aujourd'hui. Et c'est sûr que c'est pas si simple de sortir la tête du guidon et en tout cas de convaincre les entreprises que ça vaut le coup de le faire. Après, ce qui est sûr, c'est que si on continue à faire comme on fait aujourd'hui, on va tous dans le mur. Ça, on le sait. Donc, moi, ce que je pense, c'est que plus tôt on adresse ces sujets-là, moins il y aura de chances de se planter. Oui. C'est-à-dire que le temps que l'on ne passe pas à convaincre, finalement, c'est aussi du temps perdu à tous les niveaux. En fait, ce que je me dis, c'est que plus l'entreprise prend le virage tôt, plus il y a de chances qu'elle ait moins de difficultés. Et en fait, on le voit déjà. C'est-à-dire que les entreprises qui ont déjà engagé une stratégie RSE, par exemple, sont plus robustes et efficaces en temps de crise. C'est déjà prouvé. Et de la même manière, toutes les entreprises qui sauront trouver des modèles qui ne seront pas dépendants des matières premières, des ressources qui s'épuisent, etc., auront aussi plus de chances de survivre. On le voit, il y a des entreprises qui ferment parce que l'énergie est devenue trop chère, etc. Donc, tous ceux qui ont déjà mis en place des plans pour préserver les ressources sont plus robustes. Donc, il y a des preuves. Pour autant, quand on est dans une dynamique court terme qui est compliquée, moi, je jugerai jamais les entreprises. Enfin, à un moment donné, c'est compliqué. Tout ce qu'on peut réussir à faire, c'est de donner des éléments de preuve pour montrer que ça marche pour d'autres et surtout de faciliter. En fait, notre rôle, c'est de réussir à faciliter le développement. Et donc, alors, la Marque Bretagne, c'est une toute petite chose dans tout ça. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est de voir tous les dispositifs, toutes les aides qui sont mises en place par la région Bretagne, par l'État, par l'ADEME, par les collectivités, par les CCI. En fait, c'est tout cet écosystème qui, aujourd'hui, s'organise pour pouvoir aider les entreprises. Et c'est ça, les différentes réponses qui peuvent être apportées. Est-ce que je peux aller sur un sujet polémique? Ouais, vas-y. Je vais voir si je peux répondre. Ouais. Ne t'engage pas. Ouais. On a parlé du CRES. Tu as évoqué le CRES. La CRES. La CRES. Oui, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. On sait à quel point, évidemment, l'écosystème de l'économie sociale et solidaire est hyper important parce que il défriche le terrain. Mais ce que font les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est pas autre chose, en vérité, que ce qu'on devrait tous faire. Le modèle de l'ESS, c'est-à-dire, en fait, être un acteur économique socialement engagé et responsable, au moins, c'est ce qu'on devrait tous faire.
pour en prendre à nos enjeux. Donc, aujourd'hui, ce modèle est menacé. Et on l'a vu et on le voit avec la région Rhône-Alpes-Auvergne, qui décide de mettre un quasi-coup d'arrêt au financement de l'ensemble de l'économie sociale et solidaire. Et en arrêtant le financement aussi des structures qui supportent cette économie-là. Quel est déjà le positionnement aussi de la région Bretagne et des acteurs bretons sur le sujet ? Est-ce qu'on sait, parce que la Bretagne est assez pionnière sur le sujet, qu'on va un peu sanctuariser, voire augmenter les engagements à cet égard ? Et sommes-nous quand même relativement d'accord pour dire, j'enfonce les portes ouvertes parce que j'imagine que tu me diras pas non, que c'est une menace vraiment très grande. C'est une porte presque ouverte aussi à d'autres régions, à d'autres collectivités, de se dire, si la région Rhône-Alpes l'a fait, est-ce que les Pays de la Loire n'auraient pas aussi envie de le faire, et d'autres régions et d'autres collectivités voudraient embrayer le pas, quoi. Tu sais, c'est un peu anxiogène ce que je dis là, mais pour autant, c'est une réalité. Ouais, je suis pas sûre que la question soit très polémique en Bretagne, du coup. Ouais. Alors, je vais pas parler à la place des Rhône-Alpes, des éléments. Oui, ou même des personnes en charge de l'ESS ou de la culture en Bretagne, parce que c'est pas mon rôle. Mais ce que je vois, c'est que le soutien du tissu associatif, de l'ESS et de la culture n'est pas un sujet, en fait, ici. Ouais. Il y a une politique qui est très forte. La culture, elle est fondamentale. Donc, je crois qu'il n'y a pas de question de... Il n'y a pas de débat. Non, je ne pense pas. Mais, encore une fois, faudrait poser la question aux élus en charge pour que tu aies une réponse officielle. Mais, en tout cas, moi, je peux te parler au niveau de la Marque Bretagne. Pour nous... culture et économie vont de pair, en fait. En termes d'attractivité d'un territoire, la culture et tous les mouvements associatifs sont fondamentaux, en fait. Si tu prends l'ensemble de l'énergie des festivals, si tu prends tous les bagades, etc., en fait, c'est de la culture, c'est de l'associatif, certes, mais au service aussi d'une économie. C'est-à-dire que l'impact est énorme. Ouais, là, c'est vrai, c'est vrai, tu évoques la décision de la région Pays de la Loire aussi, de sabrer quand même de manière assez importante les budgets culturels. Et je pense que si tu fais ça en Bretagne, je pense que n'importe quel élu saute, de toute façon. D'ailleurs, les Côtes-d'Armor et la Bretagne, première région et premier département dans l'organisation des festivals. Donc, c'est intrinsèquement lié à l'identité de la région. Et c'est ça qui est formidable. C'est important de dire aussi que l'économie sociale et solidaire, ça n'est pas que des entreprises, ce sont aussi les entrepreneurs sociaux et tout le tissu associatif. Alors, tissu associatif, à cela même si ce sont des employeurs, il y a un modèle économique vraiment très différent. Et j'ai invité ici une personne, et je l'évoque vraiment avec beaucoup de plaisir, parce que je pense que c'est fondamental d'en faire la publicité, et j'espère d'ailleurs, pourquoi pas, te la présenter, parce qu'elle bénéficierait beaucoup à l'écosystème breton, mais c'est une personne qui s'appelle Clarisse Beribi, que j'avais invitée ici, qui a cofondé un tour de cabinet qui s'appelle Ether, et il travaille spécifiquement sur l'innovation sociale, et encore plus spécifiquement sur la manière dont les entreprises peuvent mener des opérations de recherche en sciences humaines et sociales pour accompagner ces transitions-là. Et parce que tu l'as dit, et je crois que c'est le mot le plus important à retenir, c'est celle de la robustesse. Parce qu'une entreprise, en réalité, qui travaillera sur ces sujets-là et qui l'intégrera au sein de son business, sera plus robuste et pourra passer les tempêtes économiques de manière... il y aura toujours des soubresauts, on est toujours secoué. En tout cas, on passe les tempêtes. Et la robustesse, c'est une thématique très importante, et peut-être que tu vas le développer, qui précède celui de la résilience. En réalité, avant d'être résilient, il faut être robuste. Et c'est quand on est robuste qu'on passe ces tempêtes-là. Et donc, que fait Ether ? Ether donc, va identifier au sein de ces entreprises les opérations de recherche, parce que souvent, en réalité, en SHS, on les mène sans trop le savoir. Puis après, on va les structurer. Et puis, ils ont découvert, c'était quelque chose qui n'était pas véritablement intégré par les entreprises et même parfois par l'administration fiscale, c'était de considérer que ces opérations de recherche en innovation sociale étaient finançables par le crédit impôt recherche. Alors, je ne sais pas si c'est des sujets en fait que tu maîtrises, mais moi, j'ai envie de le dire, qu'il est très important que les entreprises sachent, parce que c'est du temps à mettre à la disposition des collaborateurs, et donc c'est des sous, tout simplement, et des investissements importants à faire, qui vont retrouver leur bébé
parce que ils auront des réductions d'impôts ou alors un chèque en fonction de leur modèle économique. Est-ce que ça, c'était par exemple des choses que toi, tu avais identifiées? Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles vous travaillez, sur lesquelles vous avez mis en place des méthodologies pour dire à ces entreprises, dans une forme d'objection, on ne peut pas parce qu'on n'a pas les moyens, ou on ne peut pas parce qu'on n'a pas le temps, si au final, vous pourriez avoir le temps et les moyens en mettant en place ces dispositifs d'aide à la fiscalité de l'innovation? Alors là, ça remonte à loin. À loin, oui. Effectivement, le dispositif de crédit impôt recherche, c'est un truc qu'on avait détecté à l'époque quand on avait construit la plateforme d'expérimentation d'accompagnement de l'innovation sociale. En fait, aujourd'hui, il y a énormément d'aides sur les innovations technologiques. Ouais. 98% du CIR, oui, c'est de la techno. Et tout l'enjeu, c'était de réussir, à l'époque, à prouver qu'une démarche d'innovation sociale avait les mêmes besoins en termes de recherche et développement, de prototypage, d'expérimentation que n'importe quelle innovation technologique. Ouais. Et que l'impact d'une innovation sociale ou sociétale était tout aussi fort, voire bien plus, qu'une innovation technologique. Bon, je vais même plus loin. Toute innovation technologique, quelque part, devrait aujourd'hui être au service d'un impact ou d'un besoin social. Oui. Bref. Oui. Et donc, du coup, toute la dynamique qu'on avait mis en place autour de l'innovation sociale avait eu pour objectif de détecter justement des accompagnements pour l'innovation sociale. Okay. Donc, du coup, c'est pour ça que je te dis ça remonte. Ouais. Et donc, moi, je suis ravie là du projet dont tu parles. Je ne connaissais pas. Ouais, je te mettrai en contact parce que vraiment, c'est game changer. C'est super. Après, ce qui est pas toujours simple, c'est que il faut réussir à s'assurer que les différents dispositifs conviennent bien aux entreprises. En fait, il y a beaucoup d'aides, mais il y en a plein qui ont des critères qui font que, du coup, les entreprises ne sont pas forcément éligibles. Donc, nous, ce qu'on doit réussir à faire, c'est vraiment de ne pas orienter les entreprises à tort, parce que, tu vois, il y a des dispositifs qui sont réservés aux industries. Il y en a, c'est que pour les ETI ou PME. Il y en a d'autres, c'est... Voilà. Bon, donc du coup, tout l'enjeu, c'est de s'y retrouver. Après, la région a fait tout un travail pour justement bien permettre aux entreprises de voir quelles sont les aides et lesquelles sont éligibles pour eux, etc. Alors là, la particularité, en fait, et c'est un point très important, c'est celle de la sécurisation au final, parce qu'en plus, comme on est sur des sujets fiscaux, souvent les entreprises se disent non mais j'ai pas envie de m'aventurer dedans parce que si un jour j'ai un redressement fiscal, je vais prendre cher. Et à Ether, la particularité, ça peut ressembler à de la publicité, ça en est presque, parce que je pense que là on a un levier extrêmement fort. Et ce sont 2 avocates fiscalistes. Donc en termes de conformité, elles connaissent leur métier. Tu vois, elles sont spécialistes de la fiscalité de l'innovation. Et donc tu te dis, si elle a la recherche, qu'il y en a, on le finance. Si on n'a pas, tant pis. Et le truc qui est vraiment très intéressant, c'est que comment ça a commencé cette histoire, c'est qu'elles avaient accompagné une entreprise qui avait demandé du CIR sur la base de l'innovation technologique. Ils se sont fait retoquer. Okay. C'est donc dans le cadre du contentieux qu'elles sont rentrées dans le dossier. Elles sont allées voir l'administration fiscale en leur disant « Vous avez raison, il n'y a pas du tout d'innovation technologique dedans, c'est bullshit. » C'est l'innovation sociale. Alors, elles lui ont pas dit. Mais laissez-nous juste reprendre le dossier. Oui. Et l'administration fiscale, Bercy, a dit « OK ». Elles ont repris le dossier et elles ont redéposé une nouvelle demande sur la base de l'innovation sociale. Super. Et ça a marché. Et ils ont eu plus de CIR sur la base de l'innovation sociale qu'elles n'ont eu sur la base, ou qu'ils ne voulaient en avoir, sur la base de la technologie. Et tu as raison de dire, et c'est ça qui est hyper important, même si on déborde, même les innovations technologiques servent l'humain. Si on prend par exemple les applications de rencontres, c'est pas très innovant, mais disons qu'en tout cas, ça repose sur de la tech. Un Tinder, tu switches à droite, à gauche. Mais au final, l'innovation, en fait, elle n'est pas tant... on a fait une application et puis on a trouvé un algorithme sympa. Et l'innovation, en fait, c'est comment ça a bouleversé la manière dont les gens se rencontrent. Moi, dans mes groupes d'amis, aujourd'hui, je pense que peut-être 60 ou 70% des gens mariés se sont rencontrés sur Tinder.
C'est fou. Donc, remettons effectivement en fait de l'humain dans notre business en nous disant en fait qu'on sera plus robuste parce que justement on aura travaillé nos comportements et nos façons de faire. Et donc, c'est génial de se dire qu'à l'initiative finalement un petit peu de ton parcours professionnel, toi, tu as identifié ça depuis longtemps et que tu essaies aussi d'injecter cela au réseau Marque Bretagne parce que pour le coup, c'est un marqueur hyper fort. Après, on le fait du mieux possible, mais voilà, encore une fois, c'est le métier de tous les acteurs qui sont dans l'accompagnement des entreprises aussi de faire ça. Ils le font beaucoup mieux que nous, faut être clair. Ils le font différemment, peut-être. Oui, peut-être aussi. Et puis, nous, notre spécialisation, c'est vraiment le marketing territorial. Et donc, du coup, tu vois, tout le travail autour de l'image et les transitions. Voilà. Après, l'image, en fait, c'est pas autre chose que de valoriser les actions. Oui. Donc, c'est vrai que c'est le travail en amont que vous effectuez en identifiant les initiatives. Là, j'ai une question un peu plus personnelle. C'est qu'au final, tu es quand même à la tête d'un réseau et faut embarquer ce réseau. Oui. C'est quoi ta conception ou ta manière de faire? Alors, ta conception un peu du leadership. Est-ce qu'il existe une forme de leadership féminin? Et comment toi, tu essaies aussi d'embarquer finalement tous ces acteurs? Tu l'as dit, 1082 membres de réseau, l'ensemble des parties prenantes qui élargissent encore l'assiette des acteurs engagés. Voilà. C'est quoi ta définition et comment tu procèdes? Alors, c'est vrai qu'embarquer un réseau de plus de 1000 entreprises, c'est un vrai sujet. Comment est-ce qu'on peut embarquer un réseau comme celui-ci? Déjà, c'est en ayant déjà, je pense, une vision et des valeurs très fortes. En fait, ce qu'on a comme retour des entreprises, c'est qu'on partage des valeurs communes. Et finalement, la chance qu'on a à la Marque Bretagne, c'est qu'on s'appuie sur une identité et une fierté d'appartenance qui est très forte. Et nous, comment on met ça en mouvement? Tout simplement, on rassemble les acteurs autour de ça, autour de cette identité commune et de ces valeurs. Et ça, je pense que c'est le petit ingrédient qui fait que ça fait lever un peu tout le monde. Après... Mais ça s'incarne. Alors, ça s'incarne. Et je suis d'accord de dire qu'il y a cet aspect collectif. C'est un réseau, il y a un côté collectif. Mais malgré tout, il y a quand même un capitaine dans le bateau. Et je pense que les choses s'embarquent différemment en fonction du capitaine. Et je pense même en fonction, je ne sais pas si c'est mal ou bien ce que je dis, mais même en fonction du genre. Je pense qu'il y a un vrai leadership féminin. Et est-ce que c'est quelque chose que toi, tu ressens? Et quelle est ta propre méthode pour essayer justement d'embarquer tout le monde? Tu me demandes de me parler de moi, là. Oui, c'est ça, c'est exact. Je vois bien que tu essayes depuis. Oui. Oui, alors, moi j'ai une conviction qui est très forte, c'est que il y a besoin d'un équilibre et que les femmes doivent prendre leur part dans ces questions de transition. Et elles doivent prendre leur part parce que elles ont autant de qualités que les hommes qui sont nécessaires à la mise en mouvement pour tous ces sujets-là. Et je suis convaincue que plus les femmes prendront des rôles de leadership et de pilotage d'entreprise ou autres, plus l'équilibre sera vertueux, en fait. On en est encore loin, et je suis assez convaincue que les femmes doivent s'autoriser à prendre ces rôles-là aujourd'hui pour justement contribuer vraiment. Quand je dis prendre leur part, c'est vraiment ça, quoi. On est tous responsables de ce qui va advenir. Et donc, je pense que les femmes doivent jouer ce rôle-là. Et oui, j'ai été pendant quelques temps au conseil d'administration de Femmes de Bretagne, par exemple, avec justement cette idée qu'il faut booster l'entrepreneuriat féminin, que c'est essentiel qu'au sein des COMEX, des CODIR, etc., il y ait une part de femmes suffisante pour que l'alchimie fonctionne, en fait. Je suis convaincue que c'est ce mariage homme-femme qui fait qu'on va dans le bon sens, entre guillemets. Moi, j'essaie d'être totalement alignée. C'est la question du sens dont tu parlais aussi. Oui, c'est ça. C'est de quelle manière on va dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. De quelle manière toutes les actions qu'on va mettre en place vont être complètement en phase aussi avec moi, les valeurs que je porte. Bon. Et d'ailleurs, si je travaille à la Marque Bretagne, c'est pas par hasard. C'est parce que justement, je cherchais un projet avec des valeurs très fortes. BDI, c'est une association d'intérêt général
les gens qui y travaillent vraiment ont ça dans les tripes en fait, d'être au service d'un projet commun. Et donc moi ce que j'essaie de faire, c'est de trouver le bon équilibre entre pour pouvoir, on va dire, incarner ces valeurs-là dans la profession que j'ai aujourd'hui, quoi. Et après pour pouvoir embarquer, alors moi j'ai quand même fait pas mal de formations dans la prise de parole en public et on travaille beaucoup sur la question de la posture. Et donc on a non seulement le cursus RSE et Transition qui vient aborder ces sujets-là, mais on a lancé un petit dernier là, qui s'appelle Posture et mise en mouvement, et qui travaille justement sur cette posture personnelle au service d'enjeux professionnels, et de quelle manière on arrive aussi à déverrouiller certaines craintes, certaines peurs, pour pouvoir être encore plus au service d'un projet global, quoi. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, c'est très intéressant parce que, d'abord, moi, je remarque, je l'ai déjà évoqué, je fais une généralité, on m'excusera, les femmes parlent quand même infiniment moins, ou sont en tout cas moins à l'aise pour parler d'elles. Oui. Et je remarque que ce n'est pas qu'elles se cachent, parce que je pense que c'est une vraie conviction profonde, mais c'est vrai qu'elles mettent le collectif vraiment en avant. Et il y avait une étude du Global Wellness Institute qui avait mis en valeur le fait que il y avait 2 valeurs extrêmement importantes que les femmes leaders défendaient. C'était l'empathie et la collaboration. Et c'est vrai qu'on a encore parlé de coopération tout à l'heure. On a commencé par ça. Malgré tout, je pense que la coopération, c'est un fait. Il faut y aller, il faut le renforcer. Et c'est en renforçant aussi, effectivement, à la tête des organisations et des entreprises, en y mettant des femmes, qu'on ira sur des entreprises plus vertueuses et donc aussi plus coopérantes et plus ouvertes. Je pense malgré tout qu'il faudrait que l'on arrive à vous faire un peu plus parler pour avoir cette secret sauce et aussi pour diffuser ces idées-là, pour dire, mais voilà, en fait... alors peut-être que ce sont tout simplement des choses qui ne sont pas, comment dirais-je, qui sont un peu inconscientes, pas conscientisées. C'est... En tout cas, je peux te donner des exemples de ce qu'on fait pour travailler là-dessus. Oui. Déjà, la première chose, c'est que tous les événements qu'on fait, il y a toujours la parité. Donc, il y a autant de femmes que d'hommes sur scène. C'est un travail pour réussir à faire ça. C'est dur. Parce que effectivement, il va y avoir ce côté je suis pas légitime ou je suis pas la bonne personne, où les femmes vont facilement donner la place. Et donc du coup, nous, ce qu'on fait, c'est que on accompagne en fait dans la prise de parole en public. Donc on propose aux personnes de suivre soit un petit coaching de prise de parole, soit un coaching sur, par exemple, on a mis en place des sortes de TEDx ou des pitchs, des choses comme ça. Et donc il y a des professionnels sur qui on s'appuie pour pouvoir accompagner avant la prise de parole. Et quand on a des formules qui marchent très bien, après, on propose ces personnes aux médias. Et c'est une manière de participer à ça. Mais aussi, on va suggérer... Il y a beaucoup d'acteurs du territoire qui comptent sur nous pour proposer des patronnes, quoi. Enfin, oui, je suis appelée très souvent. Ouais. Parce que c'est une de nos marques de fabrique de réussir à avoir justement une égalité, une parité. Évidemment que des femmes incroyables, il y en a partout, quoi. Il faut juste... Moi, j'avais été choqué, je le dis à ce micro, mais je sais que l'exercice est difficile. Mais quand tu assistes au Forum économique breton, que tu as un panel de une quinzaine de patrons, je pense que tu t'en souviens. Oui. Tu as une seule femme qui n'a pas manqué de le rappeler. C'est dur. C'est dur. Oui, c'est dommage. C'est dommage. C'est des occasions un peu loupées parce que tout le monde était légitime à être sur ce plateau. Mais il faut faire des efforts parce qu'il n'est pas difficile d'aller chercher des femmes talentueuses, patronnes, qui incarnent la thématique. Voilà, c'est... Et c'est vrai, c'est des efforts, en fait, qu'il faut faire. C'est pas encore naturel. Oui, et des efforts par les femmes elles-mêmes pour oser, justement, aussi prendre la parole. Ouais. Moi, j'aime pas du tout être dans des schémas où on pourrait laisser penser que c'est les hommes qui veulent prendre toute la place. Je pense qu'il y a une question de culture, d'héritage, et une question de se permettre, en tant que femme, de prendre cette parole. C'est tout un ensemble, en fait. Il y en a une, par exemple, en fait, qui est assez évidente.
Et d'ailleurs, en fait, je le vois tout autour de moi, mais c'est cet équilibre pro-perso. Imaginons, en fait, on a un panel pour une conférence importante, aller le soir ou le week-end. Si on a un équilibre pro-perso et qu'on va privilégier, et souvent les femmes privilégient quand même aussi beaucoup, comment dirais-je, le fait d'être à la maison, le fait d'être avec les enfants, beaucoup plus que les hommes, donc on refusera aussi de participer à ces événements. C'est un peu cliché ce que je dis, mais je pense que c'est malgré tout assez réel. Il y a un équilibre vie perso où les hommes, je vais le dire autrement, vont privilégier le pro au détriment de leur équilibre aussi familial. Et donc, ça signifie qu'il y a des écueils à quasi tous les étages. Exactement. Moi, je suis convaincue de ça. C'est-à-dire que les hommes aussi peuvent être piégés là-dedans. Ouais. On ne peut pas voir les choses tout noir, tout blanc, tout ça. C'est pas ça, en fait. Non, c'est un effort collectif, en fait, à mener. Et honnêtement, c'est vraiment faisable. Enfin, nous, on n'a aucun problème, en fait. Aucun problème pour faire ça. Ça marche très bien et on en est super fiers. Tu as un nouveau récit. Pour moi, l'équilibre est très important. Et jusqu'à tard, j'étais à 50-50. Et puis ensuite, j'ai eu un déséquilibre, notamment en fin d'année 2024. Mais je me suis aperçu que j'avais quand même plus de refus d'inviter femmes que d'hommes. Et certaines, en fait, veulent rester très focus sur ce qui est très bien, tu vois, veulent rester très focus, ne veulent pas prendre la parole, justement, parce qu'elles pensent que le collectif est important. Le concept du porte-parole, là, aussi, est parfois un sujet avec lequel elles ne sont pas forcément très à l'aise. Donc, voilà. Je pense que dans les transitions, notamment dans les transitions sociales, ce sujet est évidemment éminemment important. Celle de la représentation des femmes. Tu es toujours à Femmes de Bretagne ou pas ? Non, là, j'y suis plus. Ouais. Mais par contre, on se suit de près puisque Femmes de Bretagne est partenaire de la marque et ils sont au comité de marque Bretagne. Donc, ouais, parce que c'est un enjeu qui peut être porté ou que tu peux porter aussi. Oui, on travaille main dans la main. Ça, ouais. C'est une évidence. Ouais. Est-ce que tu penses que la Bretagne est assez mal servie de ce point de vue-là ou au contraire recèle de trésors qu'on ne connaît pas ou alors est plutôt bon élève sur le sujet ? Sur la partie équilibre homme-femme, oui. Ouais. Je pense qu'on est plutôt bien en Bretagne. On est plutôt bien. Il y a une politique régionale qui est très, très forte et de très longue date sur le sujet. Mais par contre, on a encore beaucoup de boulot. Voilà, faut être clair. Mais je pense qu'on est plutôt chanceux en Bretagne, je pense, de ce point de vue-là. Et c'est sans compter, en fait, pour retricoter avec Marque Bretagne et avec ses objectifs de promotion territoriale, je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs favorisant déjà très, très naturellement l'attractivité de la région. Et c'est vrai que moi, lorsque je suis arrivé en Bretagne en 2015, et j'y ai vu un personnel politique quand même très différent du reste de la France, notamment dans le sud, à Paris aussi. C'est très respectueux, c'est assez modéré. Alors, on a évidemment en fait des combats droite-gauche, on a des combats politiques. Mais je voyais que malgré tout, il y avait une certaine forme de respect et qu'on n'allait quand même pas dans le gore. Je l'ai vu aussi dans la personnalité des Bretons, même si on a parfois un climat un peu rude, même si la Bretagne, c'est quand même la troisième région la plus ensoleillée de France. Tu vois, c'est quoi cette qualité de la Bretagne qui devrait normalement quand même inciter les entreprises et puis les gens à venir s'installer en Bretagne? C'est très intéressant ce sujet-là. Quand on a, avant de lancer la marque Bretagne, il y a un énorme portrait qui a été réalisé par la région. On a étudié la Bretagne en faisant un portrait comme on fait un portrait d'une personne. Ouais. C'est-à-dire un portrait physique et un portrait psychologique de la Bretagne. Je vous invite à le consulter. Il est en ligne sur le site de la marque. C'est hyper intéressant. Ok, on le mettra en lien. Ouais. Et donc, on a ressorti non seulement le caractère physique, les côtes, les matières, les couleurs, les éléments, tout ça de la Bretagne, mais aussi le caractère des femmes et des hommes de Bretagne. Et c'est hyper intéressant. Et effectivement, ce qui ressort, c'est un caractère qui peut parfois être un peu rude,
à l'image des éléments d'ailleurs, hein, de la mer qui vient se casser sur les phares, mais aussi une force de solidarité très forte, une très grande fiabilité. Le sens du travail est fort en Bretagne. L'authenticité, la confiance, c'est vraiment autant de valeurs qui représentent les Bretonnes et les Bretons. Et ce qui est assez génial, c'est quand on discute avec les autres marques de territoire, et notamment les marques qui sont plus dans le sud, où ils font face à des guerres de chapelle incessantes. Et ils nous regardent avec des grands yeux en disant « Mais comment vous faites les Bretons, quoi ? Comment vous faites ?» Je vous donne un exemple pour la campagne Bretagne passée à l'Ouest, qui a été initiée par la région du coup en 2017. Il y avait 40 territoires dans le comité de pilotage. Je ne sais pas si tu imagines, en fait. Alors nous, on est habitués. En fait, parce que du coup, tout le monde vient s'unir ensemble sous cette identité régionale commune. Mais ce qui s'est passé, c'est que les territoires de Bretagne, parce que la Bretagne, elle est unique, mais elle est aussi multiple, il y a plein de Bretagnes, et tout aussi fascinantes les unes que les autres. Et c'est comment ces différents territoires de Bretagne vont ensemble choisir de s'unir sous cette bannière commune et que le territoire infra soit en deuxième lecture. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour la campagne Bretagne passée à l'Ouest, où on avait ce logo commun. Et puis, après, des signatures. À Brest, on est comme ci, à Rennes ou autre, avec, bien sûr, les logos qui venaient alimenter. Mais tout ça, c'était sous marque Bretagne. Et en fait, les autres territoires nous regardent à chaque fois en disant « Mais c'est dingue, vous arrivez à faire des trucs en Bretagne. » Et je trouve ça assez fort et assez remarquable. Et quand on, par exemple... sur tous les salons qu'on peut faire, les salons économiques, ou encore l'Expo universelle de Milan, ou autres, les concurrents dans la vie, en Bretagne, sont les meilleurs amis du monde quand il s'agit d'aller chasser en meute à l'extérieur. En fait. Et en fait, c'est une puissance, et je pense effectivement que c'est lié aussi au caractère solidaire des Bretons, quoi. Je veux dire... on dit souvent, et ça c'est intéressant parce qu'on travaille beaucoup là-dessus, les Bretons sont des faisous et pas des disous. Donc ça, c'est encore un autre truc. Et nous, on le voit au quotidien quand on reçoit des entreprises qui font des activités de dingue. C'est des petits joyaux en Bretagne. Et puis alors, la communication n'est pas du tout à la hauteur. Ça, c'est un exemple. Donc ça, on travaille aussi là-dessus. Parce que justement, alors donc tout ça pour dire que dans le caractère de Breton, il y a la valeur travail qui est très forte, la fiabilité. Et souvent, on nous dit, nous, on a choisi des Bretons parce qu'on sait que le travail sera fait, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vachement intéressant d'entendre ça. Et c'est aussi nos entreprises qui disent, en fait, pour moi, dire que je suis Breton et utiliser du coup la marque Bretagne, c'est un argument compétitif quand je travaille avec des Japonais ou quand je travaille avec des entreprises dans le sud de la France. Ah ouais. Ouais, parce que on a la réputation d'être au travail, d'être fiable, authentique, qu'on peut faire confiance, etc. Machin. Ouais. Alors, je te donne des grandes lignes. Ah non, mais oui. Mais bon, c'est quand même... moi, je vais rentrer dans les petites lignes parce que, comme tu le sais, donc j'ai... au département, ceux qui nous écoutent le savent, j'ai travaillé au département des Côtes-d'Armor. Donc, j'étais au cabinet et j'ai parcouru une partie de la Bretagne, les Côtes-d'Armor. Donc, on a la Bretagne, on a 4 départements, ou 5 en fonction de... Mais pour le moment, administrativement, on est à 4. Donc, on rappelle pour nos auditeurs le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor et le Finistère, qui ont déjà des personnalités hyper différentes. Quand on rentre dans les Côtes-d'Armor, on a l'Est et l'Ouest. Il y a encore des personnalités hyper différentes. Il y a évidemment aussi le Nord et le Sud, c'est-à-dire les terres ou la mer. Il y a ensuite le Goëlo, le Trégor. C'est encore, et pourtant Goëlo, Trégor, ça se touche, et c'est encore des personnalités différentes. Et puis, je me souviens, donc je bossais pour un élu qui s'appelle toujours Alain Cadec, et quand il me présentait, il me dit, voilà, c'est Fouad, c'est mon chef de cabinet, et comme son nom l'indique, il est breton d'origine algérienne. Et on lui demande, mais pourquoi? Mais c'est parce qu'il est plus têtu qu'un breton. Et je lui répondais, oui, mais moins têtu qu'un Trégorois. Un Trégorois, c'est très têtu, tu vois. Les Lagnonnais, ils sont vraiment très têtus. Bref. Et à côté de ça, je sais pas, par exemple, en Centre-Bretagne, nous, on pense, souvent, on associe évidemment la Bretagne à la mer, en littoral.
En fait, il y a des Bretons, ils ne voient jamais la mer. Tout à fait. Et tu dis à un type qui vit à Merdrignac, jamais les pieds à Pléneuve-Valandré. Il ne sait pas ce que c'est. Lui, en fait, il est plutôt dans les porcheries ou à Carmenet, tu vois. Donc, il y a aussi toute cette singularité bretonne. C'est aussi toutes les singularités bretonnes. Et c'est probablement ce qui en fait aussi une très grande force. Je continue je garde la parole, désolé, même si moi, mon objectif, c'est surtout de la donner. Et j'ai envie que tu me parles de cette problématique, parce que tu l'as évoqué. C'est une qualité d'être une entreprise bretonne, parce que souvent, on te choisira pour, effectivement, cette opinion ou ce que l'on associe en termes de qualité aux entreprises bretonnes. Mais c'est une vraie problématique, tout de même aussi, ce centralisme français, où on a quand même de nombreuses entreprises en Bretagne qui préfèrent travailler avec des entreprises parisiennes. Moi, par exemple, Précis, qui est une agence éditoriale d'influence, stratégie de communication, je me suis déjà pris le bec. J'ai déjà eu malheureusement des expériences un petit peu négatives où on est venu me voir, on m'a dit j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de travailler avec toi. Et pourtant, à la fin, on signe avec des entreprises parisiennes. Donc il y a ce discours de on veut travailler ensemble, mais parfois, je ne sais pas si il y a des sortes de principes de réalité auxquels ils sont confrontés parce qu'ils vont préférer une grande marque parisienne et payer le budget qui va avec, plutôt que de renforcer le tissu économique local et avec des acteurs qui connaissent aussi les enjeux locaux. Donc je ne sais pas si tu le ressens, je ne sais pas si c'est des problématiques aussi que tu adresses. En tout état de cause, il faut renforcer encore davantage ces collaborations pour dire que non seulement on a le tissu économique, un tissu économique solide et attractif, mais on a aussi les talents. Bon, je dis pas évidemment que je suis talentueux, même si je le pense. Non, je le dis pas, mais pour dire qu'on a aussi les talents évidemment en Bretagne pour répondre aux problématiques, aux enjeux et aux besoins en Bretagne. C'est super parce que tu vas me donner l'occasion de parler d'un projet qui nous tient à cœur. C'est là pour ça. Et qui est super bien porté par un de nos élus, Loïc Hénaf, qui est le projet de relocalisation. Donc, on a lancé une nouvelle action qui s'appelle relocalisons.bzh et qui est donc coordonnée, animée par BDI, ma collègue Françoise Restif. Et en fait, l'objectif, justement, c'est de donner un maximum envie aux entreprises de relocaliser par les achats. Donc, ça concerne tous les achats qu'une entreprise peut faire pour mener à bien son activité. Et pour faire ça, ils ont même créé un indice qui s'appelle l'indicateur des achats responsables sauf erreur. Et donc, l'idée, c'est de regarder l'ensemble des dépenses de l'entreprise et de calculer quel est le pourcentage alloué à des achats, du coup, bretons, le pourcentage au national et le pourcentage à l'international. Et en fait, du coup, l'objectif de toute cette dynamique-là, qui prend plein d'aspects, hein, là, encore une fois, on est dans un rôle d'animation, d'embarquement des entreprises, d'accompagnement, etc., c'est d'inviter les entreprises à, justement, consommer local, quoi. Ouais. Et en faisant ça, on avait fait témoigner, par exemple, 2 entreprises lors d'une rencontre marque avec Loïc Hénaf qui était là. C'était La Belle-Illoise et Algolesco. Algolesco, c'est des producteurs d'algues. Et en fait, La Belle-Illoise a décidé de travailler avec eux plutôt que d'aller chercher d'autres algues ailleurs. Et en faisant ça, donc ils ont déjà un produit de grande qualité et local. Et ils participent clairement à la consolidation d'une entreprise et d'une filière de culture d'algues en Bretagne. Parce que, évidemment, La Belle-Illoise a du poids. Et en plus de ça, la responsable des achats qui a témoigné a expliqué carrément que la qualité du travail était bien supérieure que de pouvoir travailler justement avec des acteurs qui sont là sur le territoire. Et qu'il y a une capacité de recherche et développement qui est beaucoup plus forte, des relations entre les entreprises qui sont sans commune mesure avec des entreprises qui vont pouvoir être au bout du monde, en fait.
Ouais. et dont on va pas pouvoir maîtriser finalement la traçabilité, nous, ou les transports par exemple. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de projet qui tient à cœur de la région et avec qui on travaille avec beaucoup d'acteurs sur ces sujets-là, que ce soit les réseaux comme Produits en Bretagne ou autres, ou du coup les entreprises elles-mêmes. Et les collectivités bien sûr. Ce que j'adore moi avec la Bretagne, c'est que bon, il y a ce côté péninsulaire, on le sait, un petit peu au bout du monde. Cette identité extrêmement forte, un tissu économique merveilleux, et tout de même une véritable ouverture. Tu vois, on peut se sentir, on pourrait croire que la Bretagne est d'une certaine manière isolée, ce n'est pas le cas, et elle est surtout aussi très ouverte. La question, c'est de savoir dans quelle mesure, au final, une région ou un territoire peut tendre vers une certaine forme de autonomie. Autonomie alimentaire, autonomie touristique, autonomie économique, en se disant, en fait, on a tout sur place. On peut tout faire sans aller très loin, disons, à 150 km autour de son siège, sauf pour un certain nombre évidemment, de sujets peut-être très techniques ou très opérationnels. Est-ce que ce sont des choses vers lesquelles il est censé de tendre, ou est-ce que c'est complètement absurde ? Nous, on parle plutôt de souveraineté aujourd'hui, souveraineté alimentaire, industrielle, etc. Et face aux enjeux actuels, on pense effectivement que c'est une bonne idée de s'organiser collectivement pour adresser ces sujets de souveraineté. Parce que pour avoir des entreprises robustes, pour revenir sur notre thématique, il faut avoir des territoires robustes. Et les territoires seront robustes parce qu'ils auront aussi cette offre de services et économique. Oui, complètement. Et donc, c'est vraiment... Et comment on peut réussir à faire ça ? Je reviens sur ce que je disais en introduction. Tout ça, c'est une question de coopération et de mise en mouvement collective. Je sais plus, je crois que c'est la directrice de Mustela que j'avais croisée il n'y a pas très longtemps, qui me disait, en fait, toi, t'es un bason de Higgs. Donc, je sais quoi ce truc-là, du coup, je suis allée chercher. Le boson de Higgs. Oui, un boson de Higgs, merci. J'ai oublié entre-temps. Et elle me disait, en fait, c'est la particule, c'est l'élément qui n'est pas forcément visible, mais qui fait que tous les autres éléments sont en connexion et qui fait que ça tient ensemble. J'ai adoré cette image parce qu'en fait, ces rôles-là de coordinateur, connecteur, passerelle, on est au bon endroit pour parler de passerelle, d'articulation, de synergie, parce que c'est bien de ça dont on parle, en fait, ils sont essentiels. Ils ne sont pas forcément visibles, mais ils sont essentiels. Et les territoires qui réussiront, alors là, je te repartage encore une conviction personnelle, mais les territoires qui réussiront sont les territoires qui arriveront à s'organiser collectivement. Qui arriveront à réunir les intérêts individuels dans un intérêt collectif qui est plus grand que chacun de ces intérêts individuels. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'y trouve aussi bien mon compte de travailler à la marque Bretagne. C'est passionnant et c'est surtout plein de sens puisque justement, on est au cœur de tout ça et que notre rôle avec toute l'équipe, c'est de participer à ce mouvement collectif, quoi. On va s'orienter peu à peu, on y est déjà sur la fin de cet entretien. Oui. Je voudrais dès à présent te remercier quand même pour ta présence et pour le temps que tu nous as consacré et pour toutes ces choses vraiment hyper intéressantes. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent auront apprécié ou apprécient. J'espère aussi. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, et elle est majeure. C'est que si on veut adresser les réponses, ou en tout cas les bonnes réponses à ces enjeux de transition, et donc, on les rappelle, économique, social, environnemental et territorial, c'est aussi en partie parce qu'on le voit, malheureusement, les inégalités ne font qu'augmenter. On n'est plus dans des inégalités, en fait, on est dans des fractures immenses. Et j'ai quand même eu l'impression, là, c'est une réalité, qu'on s'adresse à ceux qui vont presque bien et qui aideront les territoires à se développer pour que les territoires elles-mêmes puissent venir en aide à ceux qui vont malheureusement pas bien. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un rôle de la marque Bretagne, de BDI, des collectivités, comment sont organisées les choses pour que, in fine, les bénéfices qu'on en retienne profitent à tous.
et donc réduisent ces inégalités et réduisent, voire réparent ces fractures. Alors, ça serait... c'est très, très fort, ce que tu dis là. La marque Bretagne et BDI sont des outils qui sont importants, mais qui ne peuvent pas répondre à tous ces enjeux-là. Par contre, je peux te dire ce qu'on fait, nous, à la marque Bretagne, pour justement être un bien commun au service de tous. C'est que la dynamique, elle est gratuite déjà, et elle l'est depuis sa création, avec justement cette idée que on a une marque qui est exigeante parce qu'il y a des critères pour pouvoir y rentrer, mais ouverte à tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tri sur le plan financier. Tout le monde peut devenir partenaire de la marque et bénéficier des services qui vont avec de manière gratuite. En tout cas, à ce stade. Après, on a une telle croissance qu'il n'est pas impossible qu'à un moment donné, il y ait une partie plus importante qui devienne payante. Tu vois, par exemple, le parcours de transition, lui, est déjà payant. C'est pas tenable, entre guillemets, de proposer gratuitement. Mais par contre, l'accès à la marque, lui, est gratuit. Et on est bien dans une démarche d'intérêt régional. Et c'est comme ça que la marque est pensée. Donc ça répond ce côté-là, justement, d'ouverture à tous. Après, pour ce qui est d'aider les entreprises en difficulté, là, pour le coup, c'est plus aussi le rôle de la région. C'est dans ses compétences. Dans ses compétences. Voilà, nous sommes, entre guillemets, la cheville ouvrière sur le développement de filières et sur l'animation de la marque, entre autres. Ouais. Mais voilà, je veux pas dire de bêtises sur ces sujets-là. Okay. Ouais. Bon, moi, je vais juste rebondir, effectivement. Je pense qu'il faudrait peut-être interroger d'autres personnes. Et je pense que Loïc Hénaf, je pense qu'à un moment donné, je ne l'ai pas encore fait, même si on en parle beaucoup sur ce podcast, on en a parlé avec Philippe Leduff aussi, peut-être s'adresser davantage à des élus qui, pour le coup, en fait, portent une parole politique et puis des ambitions territoriales et collectives, parce qu'ils ont la responsabilité d'un exécutif. Bon. Mais, en tout cas, là où aussi je veux en venir, c'est... tu vois, si on prend le développement de la Bretagne, on veut tous que la Bretagne s'enrichisse et que cet enrichissement profite à tous. Malgré tout, l'attractivité de la Bretagne peut avoir malheureusement en fait des sortes d'externalités négatives. On peut penser évidemment, par exemple, à l'augmentation des prix de l'immobilier. On le voit à Rennes, qui est à côté de Paris. Le TGV, c'est très bien, on le fait en 1h20. L'effet Covid a participé aussi à renforcer l'attractivité encore davantage de la Bretagne. On s'est dit, attends, mais en fait, c'est génial, c'est à côté de Paris. Et puis en plus, il fait bon vivre. Il y a une qualité de vie ici qui est extraordinaire. Mais la qualité de vie réduit un petit peu parce que si on ne peut pas se loger, ça devient un petit peu compliqué. Donc, il faut adresser en même temps il faut adresser ces enjeux en même temps qu'on fait la promotion, effectivement, de ce territoire-là. Mais c'est pas à la marque Bretagne d'y répondre. Vous avez une mission, vous assignez à la réaliser. Mais il ne faut pas oublier, malgré tout, ce que ça peut provoquer par ailleurs en termes encore une fois, de fractures et d'inégalités. Alors, pour le coup, on est totalement connecté aux priorités en termes d'attractivité qui sont posées par la région. Donc, on est un des outils d'attractivité, pas le seul. Mais ce qui est sûr, c'est que le développement de la marque Bretagne, il est organique. C'est-à-dire qu'il est en évolution permanente et en évolution par rapport au contexte et aux enjeux économiques dans lesquels on est. Exemple, en 2017... Donc, on repart quelques années en arrière, avant Covid, etc. Il y avait un enjeu très fort de recrutement pour les entreprises. Il y avait des entreprises qui n'arrivaient plus à se développer parce qu'elles n'arrivaient pas à recruter. Oui. Et ce, sur énormément de secteurs, avec la volonté de montrer une image de la Bretagne, l'arrivée de la LGV, enfin bon, il y a eu tout un ensemble. Et à ce moment-là, c'était extrêmement pertinent de lancer une grande campagne d'attractivité globale pour montrer l'ensemble des facettes de la Bretagne. Ouais. Et c'est ce qui a été fait avec Bretagne passée à l'Ouest. Ça a fait un carton. Ça a fait un carton, cette campagne. 2019, grosse campagne, deuxième phase de passer à l'Ouest sur les talents, etc. Pareil, super. 2020, Covid. Bon, là, on n'est plus du tout dans les mêmes enjeux.
Donc la marque Bretagne, elle s'adapte et elle évolue en fonction de tous ces enjeux-là. Et donc depuis ça, on n'a plus refait de grandes campagnes d'attractivité globale parce que justement, il ne s'agit pas de renforcer des difficultés qu'il peut y avoir sur le territoire. Et du coup, la partie prix de l'immobilier fait partie. Ouais. Et c'est comment on va nous travailler sur des sujets précis d'attractivité. Et c'est d'ailleurs ça qui n'est pas forcément visible aujourd'hui, c'est que tout le travail qui est mené sous marque Bretagne aujourd'hui est un gros travail, on va dire, sectoriel ou par filière. Il y a toute une déclinaison de la marque Bretagne sous Bretagne Ocean Power, par exemple, pour les énergies marines. Bretagne, il y a la toute nouvelle marque de la cybersécurité, donc le campus cyber breton. On a tout ce qui est hydrogène, la voile, etc. Et donc, on va faire un travail de marketing territorial ciblé, donc assez B2B, mais pas que, du côté agence. Et puis, à côté de ça, il y a Tourisme Bretagne qui fait des campagnes touristiques, puisque c'est essentiel pour le territoire, ce volet tourisme, avec une approche d'un tourisme très responsable. Donc voilà, en fait, on est un outil au service et du coup, on est complètement connecté aux dynamiques d'attractivité qui sont choisies, quoi. Ouais. Il y a une personne que je t'avais envoyée, que j'avais envoyé à son marque Bretagne, que j'ai accompagné avec mon agence, qui est une personne formidable, avec un projet incroyable et qui avait eu aussi des difficultés parce que au final, les transitions, les nouveaux modèles, ce sont très souvent des modèles hybrides. Je pense que tu avais d'ailleurs organisé quelque chose là-bas. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Je l'ai invité dans ce podcast aussi. Il s'agit de Didier Nicolas et du Jardin de l'Éveil. Oui, je vois bien. Qui est un parc naturel éducatif qui est génial, qui est absolument formidable et qui participe à la promotion du territoire entre Landerneau et Brest, qui participe aussi à éduquer aussi les enfants au vivant. Donc, on est sur les transitions environnementales avec un fonds de dotation, un restaurant, un centre équestre pour accompagner aussi les enfants en situation de handicap. Donc, on tend de plus en plus vers l'émergence de ce type de modèle. Dans quelle mesure on est en capacité, collectivement, d'assimiler ces modèles plus rapidement et donc de répondre à leurs enjeux et de les accompagner pour faire en sorte qu'ils y arrivent et qu'ils ne se cassent pas la gueule parce qu'au final, ils sont en dehors des clous. Comment, à ton avis, en fait, on peut essayer de s'adapter plus rapidement au temps long ? Alors là, pareil, je vais faire une réponse très partielle parce que je vais faire une réponse par rapport à ce qu'on fait nous à la marque. Oui. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'être la caisse de résonance de toutes ces initiatives qui naissent sur le territoire, de communiquer sur eux, de les valoriser pour pouvoir les aider. Alors, on a une catégorie à la marque Bretagne qui s'appelle les jeunes pépites, par exemple. Sur cette catégorie, on accueille dans le réseau des entreprises qui ont moins d'1 an, mais qui ont un très gros potentiel sur l'ensemble des critères de la marque. Et on va du coup les booster dans leur développement. C'est un exemple. Et après, notre job, c'est de parler des entreprises. Et d'ailleurs, je peux donner des exemples d'entreprises qui font des choses ultra innovantes qu'on a déjà valorisées sous plein d'aspects. Je pense à Algo Paint, par exemple, qui fait des peintures à base d'algues. Marguerite et compagnie, vers le Guilvinec, qui a monté une entreprise qui met à disposition des distributeurs de protection hygiénique pour les femmes et qui, de cette manière, évite les exclusions de jeunes femmes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer tout ce qu'il faut. Donc là, on est à fond dans l'innovation sociale. Je pense au bot d'Anémone aussi, qui réintroduit la fleur française dans les bouquets pour la Saint-Valentin. C'est d'actualité. Et qui, par son activité, est en train de participer à recréer des filières fleurs en Bretagne. Je pense à la coloc qui travaille sur de nouvelles manières de travailler ensemble, qui anime 2 tiers-lieux, qui donne des clés aux entreprises pour travailler différemment et justement faire ce pas de côté comme on a pu en parler. Algolesco, on en a parlé. Je pense à Sailise. Là, c'est un tout petit dernier. Là, Sailise, c'est une jeune femme qui a monté une entreprise pour créer des combinaisons de voiles adaptées aux femmes.
Parce qu'en Ah fait, on a tous les mêmes besoins. Et On du peut coup, pas tous couper de la même manière. voilà, c'est ça, on n'est pas toujours. Et du coup, on a besoin d'habits aussi. Et du coup, elle a développé, elle a fait toutes les combis, etc., les parkas, adaptés Excellent. aux besoins des femmes, avec un sourcing local, etc. Donc, super projet. Ouais, tu parles des combis néoprènes, là ouais, ou tous les- combis de voile De voile, ouais, surtout, d'accord, ok. principalement pour les Vestes régates. de ou car tout ça. et puis les- ok, Ça s'appelle d'accord. Sailies, oui, les Ouais. vestes de car. On vient de recevoir, d'accueillir Souviens-toi d'eux. Mhm. Donc là, c'est 2 jeunes femmes aussi qui ont monté un jeu pour permettre aux personnes âgées d'activer leurs souvenirs et de lutter contre les maladies qu'on connaît tous, de perte de mémoire, etc. Ouais, ok. Voilà, Femmes de Bretagne. Selcop aussi, super projet. Selcop Ouais. qui réintroduit le transport à la voile. Voilà. Donc, notre boulot, c'est de réussir aussi à valoriser tous ces projets-là. Et là, tu vois, je t'en ai cité qu'une petite dizaine. Et en fait, c'est des centaines et des milliers de projets. Voilà, donc nous, on participe à leur développement de cette manière-là. Ouais. Et en les faisant parler, en les mettant sur scène, en les coachant, justement, entourés de professionnels qui, eux, accompagnent dans la prise de parole. Voilà, c'est un exemple. C'est très partiel, mais voilà. Après, faut effectivement, l'action de la région est énorme sur tous ces sujets-là. J'ai 2 dernières questions. Oui. La première, c'est comment travaillez-vous avec Produits en Bretagne ? Oui. Je pense que c'est très complémentaire. Mais... Oui. Et puis, est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé et que vous souhaité ou voulu évoquer ? Alors, avec Produits en Bretagne, donc c'est bien 2 réseaux qui sont aujourd'hui différents. C'est très complémentaire. En fait, la marque Bretagne, elle a été construite sur la base de l'existant. Donc, l'idée était évidemment surtout pas de créer une marque qui vienne en concurrence. Produits en Bretagne est un label, ce que n'est pas la marque Bretagne. Et on est bien dans une logique de traçabilité, de production locale, d'emploi local, etc. Les critères sont vraiment très précis. On est sur une logique privée. Là où est la marque Bretagne est une marque de territoire qui représente l'ensemble et qui est donc une marque d'origine institutionnelle et voilà, une marque d'intérêt régional. Et il n'est pas possible de mettre la marque Bretagne sur les produits. D'accord ? La marque Bretagne n'est pas un label. C'est une marque d'appartenance collective, une bannière commune. Voilà, une représentation d'un ensemble. Et donc, de cette manière, les 2 sont complémentaires. On a beaucoup d'acteurs qui sont doublement affiliés. Et ça, c'est intéressant d'avoir leur regard à eux sur la complémentarité. Ouais. On a travaillé avec eux sur pas mal de projets, forcément. C'était le cas pour la campagne Place à l'Est, par exemple. Mais c'est aussi le cas, si on parle d'aujourd'hui, il y a un gros travail avec eux sur la relocalisation qui est menée par BDI. Et voilà, donc il y a une nouvelle directrice qui est arrivée. Donc, on a hâte de la rencontrer prochainement. On travaille tous pour la Bretagne, en fait. Donc, c'est important de travailler main dans la main, même si il faut admettre que des fois, pour les entreprises, c'est pas toujours très clair et qu'ils se posent un peu la question de savoir, voilà, ces 2 réseaux bretons, je vais où ? Qui fait quoi ? Après, une fois, dès qu'ils regardent d'un peu plus près, en général, ils savent faire des choix. Enfin, on est là pour apporter toutes les informations. Et normalement, une fois que ça s'est fait, il n'y a pas trop de confusion, quoi. Ouais. Alors, juste une question corollaire. Est-ce que vous collaborez ? Est-ce qu'il y a avec des réseaux business ou pas ? Alors, et lesquels ? On collabore avec énormément de réseaux. Ouais. Ça dépend ce que tu appelles réseau business, mais on travaille avec Réseau Entreprendre, avec le CJD, avec DRO, avec Femmes de Bretagne, avec... les organisations patronales. Oui, tout à fait. En fait, tu vois, par exemple, sur le parcours transition, on a beaucoup de réseaux qui sont partenaires de diffusion, qui vont diffuser les formations dans leur réseau, parce que c'est quelque chose qu'ils ne proposent pas, et pour autant, ils sont très heureux de pouvoir le mettre à disposition. Nous, notre objectif, c'est de faire des outils qui soient appropriables par tous, en fait, et que ce soit mis au service du bien commun, enfin, au service du territoire. Donc, à partir du moment où ça fait du sens pour eux, ils vont diffuser
auprès de tous leurs membres ce qu'on propose. C'est un exemple, hein, mais puis bien sûr, on a des réseaux qui sont partenaires de la marque. Bon, tout ça, ça fait énormément de sens en fait. Hein. C'est généralement quand on partage une vision commune pour un territoire, c'est vite rassembleur. Quoi. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on a brassé pas mal de sujets ? Oui. Est-ce qu'on en a oublié ? Je pensais à un truc tout à l'heure. Tu me demandais là comment on travaillait sur le leadership. Oui. Et je fais juste un petit clin d'œil parce que un de mes trucs, c'est d'avoir autour de moi des amis avec qui on se challenge en permanence, qui sont en fait des amis que j'ai rencontrés par le travail et qui ont des postes à responsabilité. Et on se challenge et on se booste en permanence. Tu fais ça comment ? C'est du off. Ouais, c'est des déjeuners, c'est des apéros, etc. où on va se coacher entre nous pour justement... c'est un petit groupe WhatsApp, vous échangez, vous voyez ensuite, WhatsApp, vous organisez un petit truc. etc. Ah ouais, trop bien, vas-y. Donc, je leur fais un petit clin d'œil en même temps. Et moi, ça m'aide énormément. Ah ouais, voilà. Vous êtes nombreuses ? Alors, est-ce que c'est... Non, on n'est pas nombreuses, on est 4. Ok, très bien. Et vous venez avec votre liste de courses en mode, là, j'ai un sujet, là, j'ai un sujet. Oui, c'est un peu ça, ouais. On a nos problématiques et puis on réfléchit ensemble et on se coach, quoi. C'est vraiment du coaching sur le leadership. Comment on conduit le changement, comment on conduit les projets, sur quoi on s'appuie. C'est vraiment des réflexions de développement personnel, quoi. Voilà, c'était le petit clin d'œil parce que tout à l'heure, je voyais bien que tu voulais que j'arrive à parler un peu de moi, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que effectivement, nous, on est dans un rôle de représentativité. C'est-à-dire que nous sommes les chevilles ouvrières d'un réseau de 1082 entreprises. Donc, c'est une diversité énorme. Voilà. Et donc, du coup, la logique personnelle dans tout ça, c'est pas ce qu'on met en avant. Mais du coup, comme tu me posais la question, je fais le petit clin d'œil en pensant à elle parce que c'est extrêmement précieux. Et le deuxième petit truc, c'est que on a monté un petit club, c'est pareil, c'est informel, on s'est appelé le club des agitateurs. C'est un petit club de personnes qui travaillent sur ces questions de transition. Et pareil, on se retrouve régulièrement pour partager des méthodologies dans l'accompagnement du changement et dans l'innovation. Et aussi pour partager les difficultés et hacker, en fait, vraiment hacker les problématiques, chacun avec des méthodes très différentes. Voilà, je te donne 2-3 petits trucs et astuces. Trop bien. Merci Aurélie. Je t'en prie. C'est marrant parce que tu finis sur une belle conclusion qui consiste en fait à dire, et je crois que c'est vraiment la ligne directrice du podcast, de notre conversation, de ce que tu fais au quotidien, et de la manière dont tu essaies toi-même de l'activer, c'est celle de se dire, je ne suis pas toute seule. Je ne pourrai arriver à rien toute seule. Et je ne règle pas les problèmes du monde toute seule. Et d'ailleurs, et c'est ça, tu finis par ça, je ne règle pas mes propres problèmes toute seule. Ah oui. J'ai besoin d'être entouré, j'ai besoin de collaborer, de coopérer, de mettre un petit peu du monde en action autour de soi, donc autour de toi. Et donc cette façon de faire, c'est peut-être le plus important, cette façon de faire s'applique à la fois à l'individu, au groupe, aux entreprises, au territoire et évidemment à la société. Donc on ne réglera nos problèmes que si on fait ensemble. Ça fait un peu slogan de campagne électorale, mais c'est vrai que c'est en coopérant qu'on avance. Oui, puis si on regarde de près, moi je suis assez convaincue que les idées individuelles deviennent encore meilleures quand elles sont boostées par le collectif, en fait. Ouais. Et il y a un truc qu'on fait beaucoup dans le réseau Marx, des ateliers de co-développement. On fait du fast co-dev. Et en fait, c'est hallucinant de voir la puissance de l'ensemble de ces cerveaux qui sont sur des problématiques d'entreprise. Et systématiquement, l'entreprise qui a vécu ce truc-là, elle dit non mais merci quoi. Aux autres, pas. Il y a la méthode, oui, mais aux autres, en fait, pour leur capacité
répondre à des problèmes qui ne sont pas les leurs. Et les gens sont ouverts à ça. Alors, en tout cas, dans le réseau marque, c'est notre patte de fabrique. Et quelque part, ouvert, pas ouvert, c'est-à-dire que comme on les embarque là-dedans et qu'à partir du moment où ils deviennent candidats, c'est les méthodes qu'on propose pour réfléchir avec eux, ils se laissent guider. Et souvent, c'est ce que je leur dis, parce que des fois, les méthodes, elles sont un peu... oula, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Alors, donc, on leur dit, faites-nous confiance. Ça va vous sembler bizarre. On va vous demander des trucs un peu bizarres, mais faites-nous confiance. Et je n'ai pas vu d'entreprise venir nous voir. C'est des centaines et des centaines d'entreprises qu'on accompagne avec ces méthodes-là. Il n'y en a aucune qui vienne nous voir à la fin en disant Aurélie, ton truc c'est pourri, ça marche pas, quoi. Parce que c'est la puissance du collectif. Ouais. Et j'ai Sébastien Marcand qui dit souvent, je le cite, vous n'imaginez pas à quel point les autres ont envie de vous aider. Merci Aurélie. Merci à toi. À bientôt. Pour l'invitation.